Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés actions qui sont toujours bien orientés et un CAC 40 qui se dirige désormais vers la barre symbolique des 7000 points. Ce sera donc la première fois de son histoire que le CAC 40 atteindra ce niveau. Le CAC qui évolue donc depuis ces dernières heures sur des niveaux de record absolu. On est monté jusqu'à 6993 points sur cette première partie de séance aujourd'hui. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. Les marchés qui apprécient la douceur de Jérôme Powell qui a pu engager le tapering de la Fed sans brutaliser les investisseurs. Le tapering commence donc dès ce mois-ci avec une réduction de 15 milliards de dollars du programme d'achat d'actifs nets mené par la Réserve fédérale américaine. On était sur 120 milliards de dollars chaque mois, moins 15 pour les mois à venir, sur chacun des mois suivants. Et c'est le rythme qui a pour l'instant été calibré par Jérôme Powell hier soir. Les marchés ont plutôt bien pris la nouvelle qui était déjà largement anticipée. On suivra encore la séquence Banque centrale aujourd'hui avec notamment une réunion de la Banque d'Angleterre en cours avec une décision attendue dans les prochaines minutes qui pourrait délivrer une première hausse de taux dans cette phase post-pandémique. Les marchés sont peut-être moins convaincus de la pertinence de la hausse de taux de la Banque d'Angleterre à ce stade. La séquence Banque centrale donc qui a été encore très largement fournie, on en parlera dans quelques minutes avec Frédéric Ducrozet de Pictet Wealth Management. On parlera d'investissement en actions américaines également avec Éric Lafrenière, gérant actions US chez Richelieu Gestion. Et puis notez un deal majeur aujourd'hui dans le monde de la pharma suisse puisque Novartis a décidé de sortir du capital de Roche. Il faut rappeler que Novartis était présent comme actionnaire de Roche depuis 20 ans et Novartis juge qu'il est aujourd'hui opportun de monétiser cet investissement et c'est donc Roche qui va racheter cette participation de Novartis à son capital pour un peu plus de 20 milliards de dollars. Les sommets appellent les sommets et le CAC 40 se rapproche un peu plus encore des 7000 points. Les infos clés du jour à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen. La Bourse de Paris campe sur de nouveaux sommets apaisés par l'annonce d'une mise en œuvre progressive par la Fed de la réduction du montant de ses achats d'actifs et d'un relèvement de ses taux d'intérêt qui n'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, c'est au tour de la Banque d'Angleterre de trancher, décision attendue à 13h. Et puis le marché réagit aux dernières publications trimestrielles. Société Générale progresse. La banque fait part d'un quasi-doublement de son bénéfice net à plus d'1 milliard d'euros porté par la hausse des revenus de ses activités de banque de financement et d'investissement, mais aussi du fait de la baisse des provisions pour créances douteuses liées à la pandémie de coronavirus. Le grand recul, l'équipementier électrique fait état d'une croissance de plus de 4% de son chiffre d'affaires à 1,7 milliard d'euros. Le groupe indique avoir augmenté ses prix de plus de 4% sur la période et précise ne pas s'attendre à une amélioration de la situation des chaînes d'approvisionnement au cours des 3 derniers mois de l'année. Veolia Environnement avance dans le vert. Le spécialiste du traitement de l'eau et des déchets a dégagé un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, contre plus de 18 milliards un an plus tôt. Le groupe confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Et puis Téléperformance chute. Le spécialiste de la gestion externalisée du service client a enregistré une croissance de plus de 20% de son chiffre d'affaires. Le groupe relève ses prévisions 2021 pour la 3e fois cette année. Ce matin, les cours du pétrole poursuivent leur repli à quelques heures de la réunion de l'OPEP+. Le cartel élargi devrait maintenir sa production à 400 000 barils par jour en décembre dans le cadre du relèvement progressif de ses pompages, alors que les stocks hebdomadaires de pétrole ont augmenté pour la 5e fois en 6 semaines. Aujourd'hui, on attend aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, l'évolution de la productivité dans le secteur non agricole au 3e trimestre. On jettera aussi un œil sur le coût de la main-d'œuvre. Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. On est
est en pleine séquence banque centrale et c'est le sujet qui est à la une de cette émission de la mi-journée. Frédéric Ducrozet est avec nous en vidéoconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. On a vu un Jérôme Powell calme et déterminé hier soir qui semble avoir trouvé pour l'instant un bon équilibre en matière de communication pour rester, disons-le, maître du calendrier de la Réserve fédérale américaine face à la pression des marchés. Qu'est-ce que vous retenez de cet exercice hier soir du président de la Fed, Frédéric? Effectivement, la communication de la Fed et de son président en particulier, Jérôme Powell, est excellente. Elle est accueillie comme telle par les marchés. C'est une des mesures seulement. Le but de la Fed n'est pas de faire monter les marchés, soyons clairs, mais néanmoins de communiquer cette stratégie très prudente, très graduelle de sortie progressive du quantitative easing. Le rythme de 15 milliards de baisse de ces achats est celui qui était attendu. Il y a un petit degré supplémentaire de flexibilité qui, à mon avis, est bien vu également dans l'idée que, en fonction des développements sur le front de l'inflation notamment, là où on a quand même toujours une grande incertitude, ce rythme de réduction des achats pourrait être ajusté à la hausse, à la baisse. Et puis il y a plus généralement, même s'il y a d'abord toujours beaucoup de prudence dans le communiqué, cette idée peut-être d'une ouverture d'esprit, d'une ouverture à tous les scénarios possibles, et en tout cas d'une incertitude qui reste élevée vis-à-vis, encore une fois, de l'inflation. Powell nous dit qu'un pic est attendu autour du 2e ou 3e trimestre de l'année prochaine. Premièrement, ça laisse du temps. Les marchés vont pouvoir digérer les prochains chiffres d'inflation sans peut-être surréagir en termes de conséquences pour la Fed. Et puis deuxièmement, ça laisse aussi des perspectives, non seulement sur le taper, mais sur les taux d'intérêt surtout, pour une hausse de taux qui peut être décalée, qui peut être revue en fonction de cette inflation. Je crois qu'il y a beaucoup d'humilité finalement de sa part, et ça c'est plutôt bien perçu. La seule chose que j'ajouterais peut-être pour nuancer cette prestation, c'est que Powell vient d'abord 7 ans après le taper tantrum de Ben Bernanke, avec peut-être ces leçons du passé qui ont été apprises à la Fed, et puis surtout dans un contexte très différent où le marché, d'autres banques centrales aussi dans le monde, entre guillemets, font le travail pour lui. Et quand le resserrement se produit comme ça depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, mécaniquement, la Fed peut en faire moins et peut peut-être absorber cette décision plus facilement dans les marchés. Donc tout était aligné et c'est tant mieux. Maintenant, les yeux rivés toujours sur ces chiffres d'inflation dans les mois qui viennent. Oui, effectivement, les chiffres du marché du travail également. Je note quand même que dans la hiérarchie des facteurs qui sont suivis par Jérôme Powell en premier lieu et par la Fed en général, la question du marché du travail, Frédéric, visiblement reste la priorité toujours pour Jérôme Powell. Le discours évolue un peu sur l'inflation, mais Jérôme Powell veut continuer de mettre le marché du travail à la une comme facteur prioritaire de la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine. C'est un très bon point, absolument hier essentiel dans sa communication. Alors c'est facile là aussi entre guillemets puisque la Fed, contrairement à la BCE, a un mandat double sur l'inflation et le plein emploi. C'est d'autant plus facile, peut-être même manipulable entre guillemets, dans la mesure où on ne sait pas ce que signifie le plein emploi. Et d'ailleurs, Jérôme Powell a refusé de le quantifier. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, le taux de chômage est à 4,8%, avec beaucoup de bruit statistique sur la participation, notamment des femmes d'ailleurs aux États-Unis. Et que la cible de taux de chômage ou la prévision un peu d'équilibre à long terme du FOMC est de 4%. Donc même de ce point de vue-là, vous avez là aussi de la marge. Ceci étant, si l'inflation ne fait qu'accélérer dans les mois qui viennent, ce qui n'est pas du tout notre scénario, ni celui du marché, mais si on avait à nouveau des surprises, la Fed pourrait difficilement ignorer cet aspect du mandat. Donc ça reste quelque part aussi un peu de communication pour le moment pour atténuer l'effet de cette poussée inflationniste. Alors que Jérôme Powell et la Fed tentent de réfréner encore un peu les ardeurs du marché sur de futures hausses de taux, d'autres banques centrales, vous l'avez dit Frédéric, avancent à marche forcée, sans préavis parfois. En l'occurrence, la Banque d'Angleterre a signalé visiblement qu'il y avait une probabilité très forte d'une hausse de taux au cours de la réunion qui se déroule en ce moment. On aura d'ailleurs la communication d'ici quelques minutes. On verra ce qu'il en est, Frédéric, mais est-ce que la situation au Royaume-Uni pour la Banque d'Angleterre est très différente au point qu'une hausse de taux dès aujourd'hui pourrait être appropriée? La situation est très différente, mais dans un sens beaucoup plus fragile. De mon point de vue, d'un point de vue fondamental, si vous croyez
à cet environnement, disons, de ciblage moyen de l'inflation, de patience des banques centrales, voire de tolérance pour un peu de surchauffe et un peu d'inflation, alors la Banque d'Angleterre est à risque peut-être d'une erreur de politique économique aujourd'hui. Effectivement, une hausse des taux est très probable, mais la justification, quand on creuse, elle est presque absurde. Il faut qu'on monte les taux parce qu'on attend de nous qu'on monte les taux, parce que l'inflation est plus élevée qu'ailleurs, parce que la crise énergétique est plus aiguë, notre dépendance notamment au pétrole et aux énergies fossiles. Donc il y a des mauvaises raisons dans l'argumentaire de la Banque d'Angleterre. Et puis en plus, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque ce sont eux qui sont venus signaler cette hausse de taux et qui maintenant se sentent obligés de la délivrer. Donc il y a effectivement cette Banque centrale un peu au milieu. Elle n'est pas toute seule, beaucoup d'autres en Pologne, en République tchèque et dans d'autres pays sont en train également aussi de monter les taux en Europe, mais ça reste néanmoins la première banque centrale d'un grand pays développé qui va effectivement délivrer cette hausse de taux. Je pense que ce qui peut se passer dans le marché, et même d'ailleurs au comité de politique monétaire de la BOE, c'est que de la Banque d'Angleterre, c'est qu'on va en faire une, peut-être une deuxième en février, et que le plus probable est d'attendre, de voir un peu ce qui se passe, de voir l'évolution des conditions économiques et de l'inflation, avec l'idée d'une plus grande prudence une fois qu'on aura montré quelque part qu'elle est suffisamment crédible et que les anticipations d'inflation ne dérapent pas après ce premier geste. Bon, à suivre, on pourra commenter la décision de la BOE dans l'émission ce soir. Frédéric, si on regarde les marchés, notamment les marchés actions et les marchés obligataires, d'ailleurs, je note que l'indice de volatilité des marchés obligataires n'arrête pas de monter et on peut le comprendre. On est en plein virage de politique monétaire. Les obligataires sont en train de chercher le bon pricing, le bon moment pour intégrer de futures hausses de taux. Plus la volatilité des marchés obligataires monte, plus la volatilité des marchés actions est en train de rebaisser, Frédéric. Ce qui propulse les indices actions alors vers de nouveaux sommets. On parle des 7000 points désormais pour le CAC 40. Qu'est-ce que vous dites de cette situation qui peut paraître un peu vertigineuse peut-être ? Il y a beaucoup d'éléments. D'abord, on est quand même encore dans une saison de résultats, certes avec beaucoup d'inquiétudes croissantes dans beaucoup de domaines et de secteurs en termes d'inflation, de poussée de coûts des intrants, de la matière première et des pénuries de main-d'œuvre. Mais dans l'ensemble, les profits des entreprises sont toujours bons, voire excellents, et les surprises sont plutôt favorables, alors même qu'on entre dans une phase où la comparaison par rapport à un an, donc la croissance des profits devient moindre. En tout cas, on n'est plus sur les niveaux stratosphériques des derniers trimestres. Il y a également un petit peu d'expansion de multiples. Donc tout ça bout à bout, les marchés font plus que tenir, ils se comportent plutôt bien. Et je pense que pour revenir aux banques centrales, vous avez toujours un environnement de taux d'intérêt réel notamment, extrêmement faible, étonnamment stable d'ailleurs, moins 1% aux États-Unis. C'est un environnement qui est plutôt cohérent avec des valorisations relativement élevées et avec des marchés qui peuvent continuer de bien performer. Et je le rappelle toujours, un peu d'inflation, jusqu'à même 3% ou plus, c'est pas mauvais pour les actions. Il suffit simplement d'ajuster la stratégie vers ces secteurs et ces entreprises qui en bénéficient et d'ailleurs dans la plupart des cas qui sont moins chers que l'ensemble du marché toujours, malgré les fortes performances qu'on a vues dans le secteur énergétique ou dans les financières. Donc, ce n'est pas forcément une énigme. Effectivement, la volatilité monte un petit peu sur l'obligataire, mais à des niveaux toujours historiquement relativement bas. Les choses se passent plutôt bien. Et puis, on arrive presque en fin d'année maintenant, avec peut-être moins de risques évidents pour les marchés. Les croix ont été cochées sans trop de catastrophes. Le taper est passé, les échéances électorales également. La saison des résultats offre un petit peu plus de visibilité, même s'il y a toujours des risques. On peut justifier, en tout cas ex post, que les marchés actions continuent de se comporter plutôt bien et on verra ce qui se passera dans les semaines à venir. Et oui, le mur des craintes est en train d'être enjambé par les investisseurs aujourd'hui. On aime bien toujours jouer un peu à se faire peur pour ensuite se rassurer, ce qui semble être le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui était avec nous à distance depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management.
Le vertige des sommets, on va continuer d'en parler. Alors sur les marchés américains en l'occurrence, parce que là aussi on est sur des records historiques. Le S&P 500 a battu peut-être près de 60 fois ces records au cours de cette année 2021. Éric Lafrenière est à mes côtés en plateau pour parler justement de ces marchés actions américains, gérant actions US chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour, merci. On va parler des marchés actions, mais quelques commentaires. Vous avez droit comme tout le monde sur l'appréciation de Jérôme Powell hier soir, le message délivré par la Réserve fédérale américaine. Je vais prendre l'autre façon de voir les choses. Est-ce que vous êtes inquiet de voir un Jérôme Powell qui est encore aussi patient, aussi prudent, alors que les surprises à la hausse sur l'inflation continuent? Ça fait maintenant quasiment 9 mois qu'on a des surprises à la hausse sur l'inflation aux États-Unis. Écoutez, moi j'étais plutôt satisfait du discours. Donc on l'a vu, 120 milliards, dont 10 milliards sur les 80 milliards de bons du Trésor et 5 milliards sur les 40 milliards de créances adossées au crédit hypothécaire. Donc c'était ce qui était attendu par le marché. Il y a 2 éléments que j'ai retenus. Un, c'est que ce montant pouvait être ajusté. Il n'a pas dit si c'était à la baisse ou à la hausse. Je pense que ça peut être dans les 2 sens. Ouais. Donc c'est important. Et il a aussi, depuis ce qu'il avait déjà indiqué courant juillet, de mémoire, il a aussi indiqué que quand même que le tapering était séparé du scénario de hausse des taux. Oui. Et ça, c'est un élément important. Il explique que la barre pour monter les taux est beaucoup plus haute que la barre qu'il fallait atteindre pour déclencher le tapering. Tout à fait. Et ça, c'est un élément qui est important. Et quand on regarde l'évolution des marchés hier, on se cherchait un petit peu et on a vu une accélération tout de suite après. Donc, le marché avait bien pricé, je pense, bien anticipé. Le discours a été sans faille, je dirais, et sans doute peut-être positif pour voir comment M. Biden décidera de maintenir ou pas M. Powell. En tout cas, il a fait ce qu'il devait faire. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que oui, c'est un discours qui est cohérent avec la réalité économique américaine aujourd'hui. Il y a eu quelques statistiques encore publiées hier. Moi, je note que dans les services, on assiste à un boom incroyable d'une certaine manière, alors qui est peut-être le reflet d'une période de réouverture qui a été un peu entravée au cours de l'été, Éric. Et puis on commence à voir, alors sur des marchés de matières premières qui font l'actualité en permanence, il y a beaucoup de bruit sur la hausse des prix des matières premières, mais il y a quelques prix emblématiques qui ont pas mal reculé déjà. Quand même. Oui. Et donc il y a dans les choses qui étaient intéressantes aussi dans le discours, c'est que pour la première fois, M. Powell a été relativement clair que la visibilité sur l'inflation était quand même pas aussi claire qu'il était anticipé au départ. Ouais. Donc il se laisse effectivement un certain nombre de temps pour voir comment les choses vont évoluer. Il continue de dire que ça devrait s'assouplir sur la première moitié de 2022. Mais on a eu hier effectivement un ISM record, un indice d'évolution des prix qui était le 2e plus haut niveau depuis 2005 de mémoire, un peu plus de 82. Et dans les composantes qui sont les constituantes de cet indice, 40 ont affiché des prix à la hausse. Le seul qui affichait un prix à la baisse était le bois d'œuvre. Et pour moi, je vois peut-être ça comme un signal positif, puisque le bois d'œuvre a été un des premiers indicateurs qui avait alerté le marché. Pour du premier trimestre, c'est ça. On a touché un point haut au Donc mois le lumber, c'est ça. On suivait le graphique du lumber qui devenait exponentiel. Et qui a touché un point haut en mai et qui ne cesse de baisser depuis. Donc est-ce que c'est un signe qu'on se rapproche du peak inflation, ce qui serait sans doute un signal positif. Donc en tout cas, moi, je le vois dans ce sens. Et donc hier, pour moi, une réunion plutôt réussi et le marché l'a d'ailleurs salué. Bon, on verra. L'idée étant d'attendre d'avoir une lecture plus claire de l'inflation qui est encore brouillée par beaucoup de facteurs liés aux chaînes d'approvisionnement, au goulot d'étranglement, etc. Un peu de patience encore, nous dit Jérôme Powell, avant d'avoir un jugement peut-être ferme et définitif sur le nouveau régime d'inflation ou pas d'ailleurs qu'on pourrait avoir à l'issue de cette crise pandémique. Sur le front de la politique pure aux États-Unis, comment vous lisez alors les résultats des élections locales qui se sont déroulées il y a 48 heures aux États-Unis avec alors quelques États emblématiques remportés par des républicains. On parle du poste de gouverneur qui était mis au vote en Virginie et dans le New Jersey notamment. Alors les républicains l'emportent dans l'État de Virginie. Et dans l'État de New Jersey, c'est le démocrate qui l'emporte, mais alors avec une marge d'avance qui est très très loin de ce qu'on pouvait anticiper dans un État profondément démocrate. Est-ce que ça signale d'ores et déjà que l'agenda Biden est bloqué bien avant la fin de son mandat ?
Écoutez, autant le résultat de Virginie est une surprise, même moins une surprise qu'attendue, parce que c'était quand même, ça devait être relativement serré, mais on a vu, les républicains ont pris le contrôle, en tout cas le poste de gouverneur. Oui, attendez, un État que Biden avait remporté avec 10 points d'avance sur la dernière présidentielle, un État que Trump en 2016 n'avait pas retourné. Hein. Exactement. Et puis le New Jersey, qui était attendu comme une victoire relativement facile des démocrates, et s'est joué à moins de 30 000 voix, donc ce qui est quand même peu. Et ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé lors du premier mandat de président Obama. Ouais. On avait vu que ces deux États avaient été remportés par les républicains en 2009. Et on a vu ce que ça a donné sur les élections de mi-mandat de 2010, où les républicains ont réussi à prendre contrôle du Congrès, donc des deux chambres. Et on a les élections de mi-mandat aux États-Unis pour novembre 2022, donc dans un an. Et le marché devra commencer à prendre en compte le risque que ce scénario se renouvelle, et que donc le plan de 1700 trilliards de dollars. Ouais, 1700 milliards, c'est ça, 1,7 trillion de dollars. Qui s'appelle Plan to Build Back America Better, soit le dernier que Biden peut passer avant la fin de son premier mandat. Ce sera la seule legacy de Biden pour son mandat. Le marché devra commencer à le pricer, en tout cas, et ça, c'est pas clair. Où M. Biden a été fragilisé, il a été fragilisé sur sa sortie d'Afghanistan, qui passe toujours, je pense, très très mal aux États-Unis, et il avait quand même été élu sur une plateforme de réunifier le peuple américain, et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il a du mal à réunifier son propre parti. Il n'arrive pas à faire passer ses plans. Il y a des écarts entre l'extrême gauche de son parti et les plus modérés, et le peuple américain voit qu'il n'arrive pas à unifier son propre parti. Est-ce qu'il est la bonne personne pour unifier les États-Unis? En tout cas, c'est des questions qui peuvent se poser. Non, mais ça donne le sentiment d'une fenêtre d'opportunité qui se referme quand même très vite. Tout à fait, sur les plans de relance. Tout à fait. Sur la partie marché et les résultats de l'entreprise, ne les oublions pas quand même, on est toujours en pleine saison de publication de résultats. Alors c'est vrai que de gros dossiers sont déjà derrière nous, que ce soit les GAFAM ou d'autres, notamment aux États-Unis. Bonne nouvelle, les résultats du troisième trimestre sont bons. Mauvaise nouvelle, est-ce qu'ils seront encore aussi bons demain, Eric? Écoutez, les résultats étaient effectivement bons, mieux qu'attendus, parce qu'on a vu d'ailleurs les analystes commencer à réviser progressivement leurs attentes au fur et à mesure que les résultats tombent. Donc on se dirige vers une année 2021 avec une croissance des bénéfices entre 45 et 47%, ce qui est plutôt bien. Hein. Solide, oui. Oui, solide. Et d'ailleurs, ce qui est reflété dans la performance des marchés américains aujourd'hui. Hein, comme vous le disiez, niveau record sur tous les indices. Et donc le marché le price plutôt bien. On a des anticipations. Déjà, on commence à avoir un peu d'anticipation sur 2022. On est entre une croissance entre 8 et 9% et entre 9 et 10% pour 2023. Donc des années sans doute moins fastes pour les marchés, où il faudrait être un peu plus agile et un peu plus peut-être réactif et vigilant sur ce qui se passe. Moi, les leçons que je tire de cette période de résultats, c'est que dans le positionnement pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine, il faudra vraiment regarder dans le détail les résultats et la composante des résultats, les entreprises qui ont pu faire passer les hausses des prix des matières premières, puisqu'on sait que, en tout cas dans notre scénario, cette hausse des matières premières devrait se stabiliser courant S1 2022, et bien entendu, ça devrait être un effet bénéfique pour les marges, puisque ces entreprises ne vont pas réduire leur prix derrière. Donc il faudra vraiment analyser les impacts aussi des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Tout le monde s'attend à ce que ça soit plus ou moins résolu. On retarde sans cesse cette date, mais bon, à terme, ça devrait l'être. Donc il faut vraiment être vigilant sur ces boîtes-là. Ouais, mais c'est intéressant, parce qu'on a beaucoup parlé du pricing power, qui devient le facteur clé de succès là, pour les entreprises. J'entends que les entreprises qui n'ont pas réussi à faire passer de hausse de prix dans cette période où les prix des matières premières étaient au plus haut, ont peut-être raté une occasion. Ce sera beaucoup plus difficile demain, si les prix des matières premières commencent à rebaisser, de faire passer ces hausses de prix. Tout à fait. Et donc ça fait partie des éléments de vigilance. Mais aujourd'hui, on n'a pas directement parlé, mais l'évolution de la courbe des taux. Donc on avait eu la courbe qui s'était sensiblement quantifiée sur la première moitié de cette année. On a eu un peu plus de mal. On a eu un
petit rebond fin septembre, début octobre. Maintenant, la plantification de la courbe semble stagner. Je pense quand même que les taux longs doivent continuer de monter. Donc moi, je pense que cette courbe va se pontifier, ce qui devrait encore favoriser, en tout cas pour les semaines à venir, les valeurs dites value, les valeurs cycliques et les petites capes aux États-Unis. Le fonds est toujours exposé à ces thématiques-là. Mais, je l'avais évoqué lors de notre dernière présence, on se rapproche un petit peu des target price de fin d'année. Donc l'année, en tout cas pour le fonds, a été plutôt positive. Donc on commence très positive. Non, mais vous êtes à plus de 37% de performance, c'est ça, year to date sur le marché américain. Hein, voilà. Le fonds a bien performé après une année 2020 qui avait été aussi plutôt bonne. Donc vous dites, l'idée n'est pas de se désexposer. Vous êtes gérant action, vous devez être investi, mais peut-être de rebalancer à nouveau dans un sens plus défensif, peut-être une certaine partie de vos investissements. Le fonds est composé de deux poches. Une poche cœur qui est basée sur des sociétés qui ont démontré une capacité à faire croître le dividende pendant au moins 15 ans. Et c'est une poche qui a un bêta inférieur au marché, qui doit être minimum 50%. Elle était plutôt autour de 50-51 cette année, parce qu'il fallait aller chercher de la performance sur la poche satellite. Aujourd'hui, on est autour de 56%. Je prévois de terminer l'année probablement et démarrer 2022 avec plus de 60% sur cette poche cœur. Ouais, c'est intéressant. Et puis rester très ciblé sur la poche satellite, sur des thématiques qui nous tiennent à cœur. Donc, il y a une thématique là qui vous intéresse particulièrement dans cette poche satellite, comme vous dites, c'est la mobilité de demain. Donc bon, on comprend effectivement qu'il se passe beaucoup de choses de ce point de vue-là. Mobilité de demain, c'est quoi ? Ça veut dire électrification avant tout, c'est ça l'idée c'est en tout cas nous dans la façon dont on investit dans le fonds, c'est un peu sur cette thématique-là. On l'a sur 4 sociétés à des profils relativement différents, dont 2 boîtes canadiennes, parce que le gouvernement canadien et surtout le gouvernement québécois veut devenir un pôle d'excellence autour de tout ce qui tourne autour de la batterie électrique. Le Premier ministre québécois et le ministre des Finances québécois l'ont répété sans cesse, et notamment dans les dernières semaines, et sont allés au-delà des paroles, puisqu'ils ont prévu des budgets pour aider à soutenir cette industrie qui veulent accompagner de l'extraction aux produits finis. Donc on a bien entendu des boîtes canadiennes dans sur toute la chaîne là en fait. C'est ça, de l'extraction jusqu'au produit fini et au recyclage même, c'est ça, des batteries et des composants de batterie. Oui, nous on l'a via 4 sociétés. On a une société qui s'appelle Lion Electric qui travaille sur l'électrification, en tout cas sur des bus électriques, notamment scolaires, mais aussi un peu touristes, et qui a récemment collaboré sur des ambulances électriques. Donc on l'a sur des boîtes comme Light Cycle qui tournent autour du recyclage des matières premières qui sont utilisées dans la fabrication de la batterie électrique. Et non seulement, pas que le recyclage de la batterie en soi, mais tous les matériaux qui sont utilisés, parce qu'il y a beaucoup de déchets dans la fabrication de la batterie en elle-même. Et on l'a aussi à travers une mine qui se veut carbone neutre, une mine québécoise sur le secteur du graphite. Et bien entendu, avec un acteur de plus grande taille, General Motors, qui prend vraiment un tournant fort vers l'électrification des voitures électriques, qui a souffert un petit peu sur la période de résultats pour des problèmes d'approvisionnement, comme beaucoup de constructeurs, mais je reste assez positif sur cette valeur. Un autre gros changement qu'on a fait, si on a encore un peu de temps, c'est que nous étions absents du secteur de la santé depuis un certain nombre de trimestres. Et c'est un secteur sur lequel on a commencé à revenir dans la poche cœur du fonds, avec des valeurs comme AbbVie qui affiche un dividende en croissance depuis 49 ans, et Johnson & Johnson qui a un dividende en croissance depuis 58 ans. Et une boîte avec un historique un peu moins long, mais au moins 15 ans, c'est Medtronic. Donc c'est les 3 boîtes sur lesquelles on a commencé des dividendes. Mais on revient à un des fondamentaux quand même de l'investissement boursier à travers ce thème de la croissance des dividendes, qui est votre poche cœur là, c'est ça. Et puis ensuite sur la poche satellite, donc on l'a sur l'électrification des modes de transport, sur la réouverture de l'économie, bien entendu aussi, et la digitalisation qu'il ne faut pas oublier. Un élément qui était peut-être intéressant hier, c'est qu'on l'a vu après l'annonce de la Fed, on a le taux de 10 ans, il consolide un petit peu ce matin. Il y a eu un petit retour de pontification. Et la tech a quand même surperformé. Donc est-ce qu'on n'arrive pas sur des moments où, je pense que les taux doivent monter encore un peu, mais il ne faut pas oublier la tech qui reste sur le long terme un investissement sur lequel il faut continuer d'être, bien entendu. Merci beaucoup Éric Lafrenière qui était avec nous en plateau pour parler donc de ces marchés américains, où et comment investir sur ces marchés américains au sens large. On parle des États-Unis mais du Canada également, où vous êtes là aussi en partie investi à travers le fonds que vous gérez chez Richelieu Gestion, donc le fonds Action américaine de Richelieu Gestion. Merci beaucoup Éric d'avoir été avec nous. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur BIS.